Mes chers collègues, le quorum étant atteint, je déclare ouverte la séance. Je demande à ceux et celles qui ont reçu des pouvoirs de bien vouloir nous les faire passer, à Madame Deveau et de l'indiquer lorsque notre collègue qui fait fonction de secrétaire de séance va pouvoir faire l'appel nominal. Donc Madame Deveau, si vous voulez bien commencer l'appel nominal. Alvarez Martial donne pouvoir à Graillon Mandi, Amiel Agnès, Amselem Martine, Angeletti Laurence, Arias Julie donne pouvoir à Guérin Yannick, Bernasconi Sabine, Blin Cyril, Bonfillon Béatrice, Calais Marie-Pierre donne pouvoir à Ponce Henri, Camar Sophie donne pouvoir à Fro Gérard, Caradec Laure Agnès donne pouvoir à Réau Didier, Chabot Corinne, Collard Frédéric, D'Angio Sandrine, Decala Lionel, Di Giovanni Sylvain. Présent. Djambaé Nouriati, Dossemont Judith. Présente. Dudiezer Cédric. Fro Gérard. Garino Audrey donne pouvoir à Giorgetti Magali. Gazet Gérard. Jean Saglio Hélène donne pouvoir à Gérard Jacqui. Gérard Jacqui. Gali Samia donne pouvoir à Kazan-Jean Azad. Guigonetto Patrick donne pouvoir à Perrin Jean-Marc. Giorgetti Magali. Goyer Vincent donne pouvoir à Rudy Sully Anne. Graillon Mandi. Granier Hervé. Garino Valérie. Guérin Yannick. Gibraël Sébastien. Julia Nicole. Kazan-Jean Azad. Crémeillère Anthony. Le 17 Eric donne pouvoir à Garino Valérie. Limousin Lucien. Maillet Richard. Mercier Arnaud. Millon Daniel. Micheli Véronique donne pouvoir à Decala Lionel. Maurène Yves. Oanessien Yannick. Payan Benoît donne pouvoir à Crémeillère Anthony. Perrin Jean-Marc. Ponce Henri. Preciosi Nora donne pouvoir à Rossi Denis. Pustorino Marine. Réau Didier. Rossi Denis. Rudy Sully Anne. Saint-Élie Thierry. Sportiello Josette donne pouvoir à Oanessian Yannick. Vassal Martine. Ventran Amapola. Et Vidal Yves. Merci beaucoup Madame Deveau. Avant de commencer cette séance, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle trésorière, Madame Christine Mazière. Ravie, Madame, je crois que c'est la première fois qu'on a une femme qui est trésorier général, trésorier principal. Donc merci d'être à cette séance et au plaisir de continuer à travailler ensemble, aussi bien que nous l'avons fait avec vos prédécesseurs. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, comme j'ai eu l'occasion de le faire hier lors du Conseil métropolitain, je tenais en cette ouverture de séance à rendre hommage à celui qui a siégé en tant que conseiller général au sein de notre Assemblée entre 1982 et 1988 et qui fut tout au long de sa vie un fervent défenseur de notre territoire. Je veux bien sûr parler de Jean-Claude Gaudin. En près d'un quart de siècle, Jean-Claude Gaudin a transformé Marseille. Plus qu'un maire emblématique, il était surtout un maire bâtisseur, un maire visionnaire, qui a pensé le Marseille d'aujourd'hui et contribué à façonner notre territoire qu'il a tant sillonné en tant que sénateur. Et j'ai été très heureuse de
relevé le flambeau de son canton, puisque en 2002, j'ai été élue conseillère générale après Dominique Tian, qui avant était le canton de Jean-Claude Gaudin. Dans les hémicycles et les palais de la République, comme au cœur de nos villes et nos villages, il a porté la voix des Provençaux. Ces hommes et ces femmes qu'il aimait tant et auxquels il a consacré sa vie. Il restera pour nous un modèle d'engagement pour nous tous, un homme qui aura marqué son temps et notre territoire et qui l'aura laissé une empreinte indélébile. Nous avons, je le crois, beaucoup à apprendre et nous avons beaucoup à nous inspirer de son parcours, de sa personnalité, qui nous manque et nous manquera énormément. Mesdames et messieurs, en mémoire de Jean-Claude Gaudin, je vous propose que nous respections ensemble une minute de silence. Merci. Alors cela n'aura échappé à personne, la situation politique que connaît notre pays aujourd'hui est à bien des égards très inquiétante. À titre personnel, elle m'inquiète énormément. Moi qui suis toujours engagée pour les valeurs qui me sont chères et pour agir et améliorer sans cesse le quotidien de nos concitoyens. Mais elle est surtout inquiétante pour nos exécutifs locaux et pour l'ensemble des élus de terrain que nous sommes, plongés dans une incertitude comme d'ailleurs beaucoup de Français. Et je regrette que durant cette campagne éclair, aucun mot de personne n'ait été adressé aux collectivités, aux élus locaux que nous sommes. Nous œuvrons chaque jour en faveur de politiques publiques essentielles pour nos habitants dans nos territoires. Et nous le faisons en nous appuyant sur le dévouement de nos agents, sans qui rien ne serait possible. Mais élection nationale après élection nationale, velléité de réforme après velléité de réforme, se pose la question de savoir, demain, quel sera notre rôle? De quels moyens disposerons-nous? Quelles seront les priorités ou les injonctions qui nous seront imposées? Des questions qui sont primordiales, auxquelles nous n'avons, à l'heure actuelle, aucune réponse. Et si je retiens une chose des dernières élections européennes, c'est que plus que jamais, les Français et les Françaises veulent des politiques publiques qui soient en phase avec leurs préoccupations. Leur sécurité, leur santé, l'accès aux soins, leur pouvoir d'achat, l'éducation de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et bien sûr leur avenir. C'est pourquoi j'ai souhaité aujourd'hui donner la parole en ouverture de cette séance publique au Conseil de Provence, qui d'ailleurs va célébrer à quelques jours, le 30 juin prochain, ses 8 ans d'existence, et dont l'une des caractéristiques essentielles est de représenter la société civile. Nous avons associé tout au long de ces 8 années le Conseil de Provence aux politiques publiques qui sont conduites par le département des Bouches-du-Rhône. Plus qu'une simple crise politique, c'est notre pacte démocratique qui peut aujourd'hui être remis en question. Mais ce n'est pas une fatalité, et je suis persuadée que des instances comme le Conseil de Provence peuvent redonner du sens, de l'élan, de la vitalité
à notre démocratie et notamment au niveau local. Je suis convaincue depuis très longtemps que l'intelligence collective est indispensable à la bonne gouvernance. Et c'est pour cette raison que dès 2015, dès mon arrivée à la présidence du département, j'ai souhaité la création d'un lieu de représentation, de concertation et d'expression de ce que nous appelons la société civile. C'est donc dans cet hémicycle qu'est né le 30 juin 2016 le Conseil de Provence. Et 8 années plus tard, je vous le dis, je suis très fière du chemin parcouru grâce à l'engagement bénévole de ses membres, envers lesquels notre société et notre Assemblée doivent être reconnaissantes. Nous avons été en avance, mon cher Président, sur notre temps, car ces instances de démocratie participative n'en étaient qu'à leur prémisse lorsque nous avons décidé de créer ensemble le Conseil de Provence. Et nous ouvrons justement sur la société civile, nous ouvrons sur la politique de chacun et de chacune, nous répondons aux préoccupations de la population en lui apportant d'ailleurs des éclairages qui sont essentiels. Les remontées de terrain nous donnent des perspectives nouvelles et les 2 éditions des États généraux de Provence auxquelles le Conseil de Provence a contribué très fortement en sont bien la preuve. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier notre ami le maire de Velot, Yannick Guérin, qui est en charge des États généraux de Provence et qui a magnifiquement contribué à leur réussite. Nous avons donc permis aux hommes et aux femmes, à la fois du monde économique, sportif, culturel, social, associatif, ainsi qu'aux citoyens de toutes générations confondues, eh bien, de s'exprimer sur le futur de notre territoire. Je vais laisser sans plus tarder la parole au président Mongereau, que je remercie pour son investissement au profit de ces 8 années. 8 années qui ont été extrêmement riches, comme je l'ai dit. Et je souhaite une longue continuité au Conseil de Provence, parce que l'éclairage de nos concitoyens, l'éclairage de tous les jours, c'est ce que nous entendons à tous les coins de rue. Et le mettre en avant et écouter ceux qui, au quotidien, sont dans la vie de tous les jours, eh bien, je pense que ça manque à certains. Et en tout cas, pour nous, c'est une grande leçon que nous continuerons à longtemps appliquer. Monsieur le Président, je vais vous laisser la parole. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs, d'abord te remercier pour les propos que tu viens de tenir. C'est vrai que ça fait 8 ans, des noces de coquelicot avec le département. Ah, j'avais fait ça pas regarder. Ça. Ah, tu vois, voilà, j'ai pensé. Ces noces, bien sûr, n'ont pas été de tout repos. Mais je pense qu'il est important de vous présenter ou de vous rappeler un peu ce qu'est le Conseil de Provence. Tu l'as dit en quelques mots, je vais en rajouter quelques-uns, parce que je crois que ça ne fera pas de mal de rentrer un peu plus dans le détail. Effectivement, à l'occasion des États généraux version 1, il a été préconisé la mise en place d'une nouvelle instance pour qui soit près des préoccupations des citoyens. Alors, en 2016, au mois de juin, effectivement, a été mis en place le Conseil de Provence. Alors, le Conseil de Provence, c'est une instance consultative qui a un lieu de représentation et d'expression de la société civile départementale. Il y avait des enjeux. Les enjeux étaient d'évaluer, d'analyser, d'anticiper, afin de proposer des aménagements d'action et des dispositifs nouveaux à la gouvernance départementale. Je vais passer la parole à Sylvie Plugnan, si tu veux bien. On va le faire à plusieurs voix parce que sinon ça devient monotone, hein, si vous entendez que la mienne. Mais le micro, c'est mieux. Pas du tout, oui, ça peut.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis Sylvie Plugnant, je suis au Conseil de Provence à la demande de la Présidente en tant que présidente des femmes chefs d'entreprise de Marseille. Effectivement, comme l'a rappelé notre président Mongereau, ce sont 80 membres bénévoles de la société civile. Ce sont les 2 chambres de commerce, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, la CPME 13, l'UPE 13, pour ne citer que. Dans un souci de pluralisme, l'ensemble des organisations syndicales ont été invitées à nous présenter un représentant. C'est aussi les fédérations, les associations, les fondations, on va citer 2 d'entre elles, celle de Pape Diouf ou encore celle d'Honnête, la Ligue de l'enseignement, le Grand Port maritime de Marseille, la Fédération des centres sociaux, l'Université d'Aix-Marseille, l'Euroméditerranée, sans oublier, bien évidemment, les 2 agences d'urbanisme qui ont beaucoup œuvré à nos côtés. Et bien évidemment, les personnes expertes, je ne citerai pas ici parce que la liste serait trop longue et je ne voudrais pas en vexer certains, qui sont connus et reconnus sur notre territoire. Donc, voilà, merci. Donc, bien évidemment, le président Mongereau anime ce Conseil de Provence. Il représente le Conseil. Pour ce faire, nous avons 3 commissions essentielles. Les commissions aménagement et attractivité du territoire, présidées par Pierre Alary. La commission jeunesse, éducation, vie citoyenne, par mon ami Gérard-Michaël Bobot. La commission exigence sociale, prévention, santé, par Patrick Soudet. Les commissions spéciales culture et sport qui nous tend à cœur, surtout cette année avec les fameux JO, et la section prospective, stratégie et évaluation. Toutes ces commissions ne pourraient pas vivre et être animées de manière collégiale sans la délégation générale qui œuvre à nos côtés. Cette délégation assure la direction administrative de notre Conseil, pilote les travaux avec le président du Conseil et contribue à nos travaux des différentes formations. Sans eux, rien ne serait possible aujourd'hui. Nous les remercions. Alors après, il y a bien sûr une assemblée plénière, comme vous savez comment ça fonctionne. C'est carré, c'est structuré, c'est efficace. En assemblée, on présente donc des contributions. Il y a des rencontres et des échanges avec les élus et l'organisation d'événements qui permettent de prendre un peu plus la température de l'ensemble du département et le département au sein d'une communauté régionale et autres. Le dispositif d'intelligence collective permet l'élaboration et l'expression des points de vue différenciés qui nourrit l'analyse collective. L'objectif majeur, c'est enrichir le processus délibératif, je vous en ai parlé tout à l'heure. Gérard, si tu veux parler du futur, en revenant en arrière. Retour vers le futur. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, cette intelligence collective que vous avez voulu a donné lieu à quelques chiffres pour évaluer le niveau d'activité. Nous avons mis en place plus de 200 partenariats. Nous avons tenu 11 assemblées plénières, 88 tenues en commission ordinaire. Nous avons reçu 51 intervenants pour 36 auditions et nous avons pu vivre 8 sessions hors les murs pour, comme vous le faites tous et toutes, et vous-même, Madame la Présidente, pour nous rendre sur les lieux, au plus près du terrain. Comme vous le faites dans votre quotidien, nous avons ainsi pu visiter le siège du Canal de Provence, pour exemple, mais également à 6 heures du matin, le mine des Arnavaux, pour aller échanger avec les acteurs économiques, culturels et sociaux de notre territoire. Donc, devant notre président Mongereau, vous avez, excusez-moi, vous avez
la pile des rapports. Donc, bien évidemment, on ne va pas tous les prendre aujourd'hui et vous les soumettre parce que ça serait beaucoup trop long et que vous avez beaucoup de travail derrière. Donc, sur les 290 propositions, nous avons fait le choix de sélectionner. Donc, sur le rapport sur la pauvreté, le rapport a fait l'objet d'une reprise par certains médias pour mener leur enquête sur la pauvreté de notre territoire. Sur la proposition de l'agriculture, ce rapport a suscité les félicitations d'un expert du FMI. Sur la fusion département-métropole, ce rapport a fait son chemin auprès du ministre des collectivités territoriales. Et nous sommes aussi très fiers, bien évidemment, de la conférence qu'il y a eu lieu en 2019 sur le thème « La Méditerranée le jour d'après ». Et à mon sens, effectivement, ce sommet des deux rives, la Méditerranée est plurielle, ne l'oublions pas. Président. Oui. Donc, on passe à la saison 2 des États généraux de Provence, qui avait défini un cadre, 3 axes: le département face aux transitions et aux crises, le département face aux enjeux de cohésion sociale et de solidarité, et le département face aux défis des nouvelles dynamiques territoriales. Comme vous pouvez le voir, je ne le soulève pas parce que c'est énorme, il y a eu une production de 970 pages, 620 propositions et surtout 165 réunions. Le tout, et je remercie Yannick Guérin, qui a donc su, après, en tirer les conséquences et mener à bien l'opération des États généraux de Provence, saison 2. Sylvie, si tu veux bien. Alors, on en est où aujourd'hui? Cette année, nous avons nos commissions qui sont hors les murs. J'ai la voix qui porte, donc généralement. Donc, pardon, excusez-moi. Commission hors les murs. Nous avons pu œuvrer au Palais de la Bourse avec les différentes commissions de la Chambre de commerce, avec la commission logement, animée par Pierre Allary. Nous avons été reçus à l'espace culturel départemental. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller. C'est extraordinaire. Rencontre avec Jean-Marc Perrin. Donc, c'était vraiment c'est un enseignement fabuleux sur notre territoire. Et moi, fille de paysan, donc forcément, le salon d'agriculture me tient très à cœur. Et nous continuons à travailler sur ces différents axes. Oui, a été mis en place également le Conseil de Provence des jeunes. Madame la Présidente, vous parliez d'élan et de vitalité. C'est également de l'espoir, même qui confine à l'espérance que nous donnent tous ces jeunes et toutes ces jeunes pour la démocratie et pour la République. Et nous en avons urgemment besoin en ce moment. Et nous avons vraiment pris plaisir à travailler avec ce Conseil de Provence des jeunes parce que, je dirais pas contre toute attente, mais nous avons beaucoup appris de ces enfants, de ces collégiennes et de ces collégiens qui sont vraiment rassurants. On peut avoir de l'espoir dans leur curiosité, dans leur implication, dans leur engagement et dans leur volonté, dans leur propre espoir en l'avenir. Ils sont très valorisants pour le territoire et pour nous tous. Ils sont très inspirants dans la promesse qu'ils constituent quant aux citoyennes et aux citoyens qu'ils promettent de devenir pour pousser toujours plus loin et projeter vos actions, Madame la Présidente, celles des élus et de la collectivité, quand ce sera leur heure. Merci. Et pour terminer, donc, l'Assemblée générale, la dernière Assemblée générale que nous avons tenue donc, le 12 juin à la bibliothèque départementale, Assemblée générale qui a accueilli deux thèmes principaux, valeurs de l'olympisme et paralympisme et valeurs de la République. Une très forte participation des intervenants de haut niveau et des sportifs aussi de haut niveau qui nous ont fait part de leur expérience et qui ont, à travers leurs propos, permis d'avancer dans ce domaine qui, malheureusement, aujourd'hui est un peu mis en désuétude.
En conclusion, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je vous dirais que les membres du Conseil de Provence sont des éléments constitutifs d'un réseau qui innerve par son maillage l'ensemble du territoire départemental. Des solutions de progrès au bénéfice du territoire, toutes les composantes de notre département y participent. Et je tiens en mon nom et en celui de mes collègues remercier notre présidente de nous avoir donné la possibilité de travailler en toute autonomie, gage de productivité. J'espère que nous pourrons renouveler cet exercice pour vous présenter nos nouveaux rapports et nos nouveaux travaux. Merci de votre écoute. Alors, avant de passer aux questions éventuelles, on a un petit film à vous faire passer sur le Conseil de Provence, donc si on peut le lancer. Et ensuite, bien sûr, on ouvrira les débats s'il y en a. Martine Vassal lance les désormais célèbres 2015, les États généraux de Provence. Autrement dit, 30 réunions publiques qui réuniront des milliers de personnes. Et au cours de ces brainstorming, sociétés civiles et experts planchent sur les grands enjeux de la Provence de demain. Une démarche participative inédite qui va permettre d'identifier les problèmes mais surtout de définir des pistes pour les résoudre, améliorer le quotidien des Provençaux et préparer leur avenir. Dans la foulée, la délibération historique du 30 juin 2016 institue le Conseil de Provence. L'histoire est alors en marche. Dès lors, le Conseil de Provence devient le lieu de représentation et d'expression de la société civile départementale. Son rôle est multiple. Anticiper les enjeux sociaux et économiques, analyser les évolutions territoriales, évaluer les actions publiques afin de proposer actions et aménagements nouveaux. Pour remplir ces missions, le Conseil de Provence peut s'appuyer sur la participation de 80 membres de la société civile. Et le bilan de ces 8 premières années est, n'ayons pas peur des mots, tout simplement exceptionnel, puisque ce sont près de 300 propositions qui ont été portées dans des domaines aussi essentiels que l'éducation, la laïcité, l'agriculture, la mobilité ou encore le logement. Et, last but not least, le Conseil de Provence des jeunes, composé de valeureux collégiens, vient compléter cette exceptionnelle création. Bref, le Conseil de Provence, c'est le trait d'union parfait entre les besoins des Provençaux et l'action publique. Merci pour la réalisation du film, ça résume bien l'ensemble de la situation. Le débat est ouvert. Avez-vous des questions à poser à nos éminents membres du Conseil de Provence? Messieurs, non? Monsieur Decala. Je voulais saluer la qualité du travail mené par le Conseil de Provence depuis sa création. Les dates ont été rappelées dans le film qui vient de nous être présenté. Et effectivement, comme cela a été dit aussi, les membres du Conseil de Provence ont été un appui fondamental dans la conduite des travaux des États généraux de Provence dans leur 2e édition qui se sont achevés il y a de ça quelques semaines. Et c'est précieux pour une institution comme la nôtre de pouvoir s'appuyer sur des membres de qualité capables de fournir un tel travail. Et comme vous dites, ça permet de s'assurer que l'action publique qui est menée ici collectivement, quels que soient les bancs sur lesquels on siège dans cette institution, de manière la plus efficace possible. Merci beaucoup, Monsieur Decala. Donc, j'incite également Monsieur Rossi, oui, bien sûr. Oui, Madame la Présidente. D'abord, effectivement, saluer le président Mongereau et son équipe. Moi qui ai en charge le plan pauvreté et le pacte des solidarités, je dois vous dire qu'au moment de
ces incertitudes que nous sommes en train de vivre, puisqu'il y a moins de 15 jours de cela, alors que nous devions le signer avec l'État, celui-ci a été décalé. Et les travaux que vous nous avez permis d'exploiter, qui ont été un peu à la genèse et à la source de ce futur pacte des solidarités qui s'engage sur 5 ans, furent à un moment donné mis à mal de fait que l'appareil d'État s'est arrêté. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux parce que les travaux et la composition de ce Conseil de Provence, effectivement, dans le cadre du spectre qui le compose, fait qu'on passe de chefs d'entreprise qui ont des réflexions sur ce qu'est, évidemment, la manière dont on peut sortir de la précarité, notamment par le travail, par la possibilité de l'offre de travail. Vous avez travaillé sur l'offre de transport, sur tout ce qui permet que notre département et notre ville-centre soient moins pauvres, moins appauvris qu'elle ne l'est actuellement. Je rappelle quand même que sur le plan des solidarités et de la pauvreté, 83% des usagers résident sur le territoire marseillais, 17% dans les 118 autres communes. Ça donne quand même une vision. Et tout à l'heure, vous disiez, nous avons rencontré nos collègues et amis du Mine. Je veux également les saluer parce que ces chefs d'entreprise, madame, ont contribué dans des moments les plus difficiles à cette solidarité bien indispensable dont nous avions besoin, et ils continuent à être solidaires au travers de cette organisation. Vous en serez et l'écho et le témoin. Voilà, je dis ça parce que, Président, les travaux, ça n'a du sens que s'il y a un portage derrière aux politiques. Moi, je ne crois pas aux rapports que l'on fait, puis qu'on ne lit pas, qu'on n'exploite pas. Et les travaux que vous nous avez offert, les réflexions que vous nous avez fournies, des fois qui sont audacieuses par rapport à nos propres analyses, ont permis évidemment de construire un pacte de solidarité à la hauteur pour les 5 ans à venir. Au moment où nous nous parlons, il est en panne. Je tenais à le livrer à nos collègues et amis du Conseil de Provence, des mois, voire des années de travail, qui aujourd'hui sont en stand-by. On attend la fumée blanche. Néanmoins, je crois quand même qu'ils ont permis à la fois au service du département et modestement au délégué que je suis à construire quelque chose qui répond en partie à une partie de notre population qui, sur ce territoire, tant à Marseille que dans les Bouches-du-Rhône, sont en grande difficulté, en grande souffrance. Je voulais vous en remercier parce que ce fut utile de lire vos travaux. Et même, ça nous a permis des fois d'apporter quelques correctifs sur des éléments dont nous ne pensions pas, ces espèces d'associations où, effectivement, chefs d'entreprise et sociétés civiles diverses et variées nous ont donné des éclairages nous permettant de construire ça. Voilà le sens que ça. C'est pas une instance de plus, c'est pas un truc où des gens. C'est un outil. Après, les outils, vous savez, j'ai toujours cette jolie phrase de notre ami Marcel Pagnol. Et se rendant chez une personne, il disait il faut toujours se méfier des gens qui vendent des outils mais qui s'en servent jamais. Bon, le Conseil de Provence, c'est des outils. Et nous, on a un avantage, c'est que ça nous a permis de nous en servir pour construire le pacte des solidarités. Merci, Monsieur le Président, Madame, merci. Merci beaucoup, Monsieur Rossi. Donc, si plus personne ne veut intervenir, à mon tour de vous formuler aussi mes remerciements parce que effectivement le travail qui est fait est très intéressant. Alors moi j'incite l'ensemble des élus et bien sûr des citoyens qui nous écoutent à aller sur le site du Conseil départemental où il y a une rubrique pour le Conseil de Provence et où l'ensemble des travaux qui ont été faits pendant ces 8 années, avec une première version puis après une deuxième version qui a été remise à jour, sont à disposition. Et donc je vous incite à vous emparer justement de ces travaux qui sont extrêmement intéressants. Moi c'est un peu mon livre de chevet quand j'ai pas le moral, et en ce moment c'est un peu le cas. Je prends les
préconisations faites par le Conseil de Provence, et ça me permet de voir la vie un petit peu plus sereinement. En tout cas, merci également, et je pense que c'est important d'avoir associé nos jeunes. Nous savons l'attachement que je porte à cette jeunesse, ces conseillers départementaux des jeunes issus de nos collèges, pour qui on construit l'avenir et qui seront les artisans de cet avenir, parce que nous le faisons pour eux. Et c'est vrai que très souvent nous voyons que les projets sont tellement longs à monter que c'est eux qui vont en profiter. En tout cas, on le fait avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, et je pense qu'aussi, et Gérard a raison de le souligner, cette jeunesse nous apporte beaucoup et nous permet effectivement de nous donner envie de nous lever le matin et de continuer de défendre les valeurs auxquelles nous sommes extrêmement attachés. En tout cas, je vous remercie. Nous allons continuer notre séance, qui est une séance essentiellement financière, dans un contexte économique, mais notre rapporteur du budget va nous en parler, qui est assez contrainte, assez compliquée. Mais gardons espoir et surtout gardons le cap. Continuons à investir pour le cadre de vie de nos habitants et pour la protection de nos territoires. En tout cas, merci pour vos travaux, bonne continuation, et on attend la 3e version, à la saison 3, avec grande impatience. Merci, Président. Merci, le vice-président. Alors, je vais demander à Madame Millon et Monsieur Maurenne de venir nous rejoindre, ainsi qu'au DGS. Je profite pour vous faire signer. Oui. Alors, mes chers collègues, le procès-verbal de la séance publique du 5 avril dernier vous a été communiqué. Je suppose que vous avez fait part des observations éventuelles à la direction des assemblées. Je vous demande donc, s'il n'y a pas de demande d'intervention, de pouvoir l'approuver définitivement. Pas d'opposition? Donc, le rapport est adopté. Alors, on va commencer l'étude des rapports. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Mercier pour le rapport numéro 1, qu'il co-rapporte avec Madame Micheli. Bonjour Madame la Présidente, bonjour chers collègues. Comme chaque année, il me revient donc l'honneur de présenter le rapport d'activité de l'année précédente de notre belle collectivité. Ce rapport, nous l'avons voulu pour la 3e année consécutive comme un document dans lequel chacun peut se plonger facilement dans la lecture afin de mesurer l'ampleur de l'action du département. Il témoigne de l'ambition que nous mettons en place au quotidien et met en lumière le travail remarquable effectué tout au long de l'année par l'ensemble des élus, des directions, des services et des agents du département. Alors, il est difficile pour moi de réaliser cette synthèse à la place de mes collègues, qui forcément le feraient bien mieux que moi dans leurs délégations respectives, mais cette synthèse ne se veut pas exhaustive, mais relate les faits marquants de cette année 2023. Premièrement, cette année marquée par une forte inflation, le rapport met en avant les mesures prises par la collectivité pour soutenir le pouvoir d'achat de ses agents, accompagner le passage aux 1607 heures et proposer de nouveaux services, à l'image du coffre-fort numérique adopté aujourd'hui par plus de 6400 agents. L'année 2023 a été marquée par d'importantes nouvelles actions en matière de solidarité et d'accompagnement des publics les plus fragiles. En matière de protection de l'enfance, l'investissement de la collectivité a permis la création d'une cellule dédiée au suivi de la santé des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Autre réalisation majeure en faveur de la santé des plus jeunes, la campagne de vaccination contre les infections au papillomavirus humain à destination des collégiens du département. Cette campagne de vaccination s'est déroulée dans les collèges à la rentrée scolaire 2023 et a concerné 2100 élèves de 5e dans 46 collèges volontaires du département. Toujours dans une démarche de protection des populations, le département a affirmé sa volonté de lutter contre les violences, les discriminations et le harcèlement de rue en créant le dispositif Lieu-Refuge. Le principe est simple, permettre à une personne qui se sent harcelée ou importunée dans l'espace public ou à son domicile de se rendre dans un bâtiment du département pour se mettre à l'abri. Les 37 sites choisis sont gardiennés par des agents de sécurité. Une fois à l'intérieur, la victime est prise en charge par les référents du site formés à ce type d'accueil. Tous les publics sont concernés par ce dispositif, et en particulier les femmes, les mineurs, les personnes du bel âge. Depuis le lancement du dispositif le 23 novembre 2023, 4 accueils ont été assurés.
La collectivité a par ailleurs financé 70 places en hébergement d'urgence pour un montant de 553 000 € et continue d'apporter son soutien financier à des associations œuvrant en faveur de la mise à l'abri et de l'accompagnement des femmes victimes de violences. Ces 143 places financées à hauteur de plus de 1 million d'euros. Ont été organisées cette année les premières assises départementales de prévention et de lutte contre l'isolement des personnes âgées le 21 novembre à l'hôtel du département. Plus d'une centaine d'acteurs publics et privés impliqués dans le combat contre l'exclusion des aînés se sont ainsi réunis pour échanger sur les bonnes pratiques et identifier les zones blanches. Les travaux menés lors de cette journée permettront à la collectivité de mettre en œuvre de nouvelles solutions pour prévenir les situations de grande solitude et donner plus de cohérence aux actions menées sur le terrain par les professionnels. Le département poursuit également le développement de l'offre de services des maisons du bel âge, dont le nombre est passé à 43, pour 33 524 usagers inscrits. L'année 2023 est également marquée par la mise en place de nouveaux partenariats et ateliers intergénérationnels. À titre d'exemple, 3 journées e-sport organisées par les maisons du bel âge de Sénas, Tretz et Céreste et des jeunes de centres de loisirs. Marquée également par l'installation de permanence de la MDPH au sein des maisons du bel âge d'Aubagne, 15 452 colis distribués et ces 34 886 demandes traitées d'assistantes numériques, santé, retraite et logement. Toujours dans le domaine du social, le département s'est lancé au printemps dernier dans l'expérimentation nationale pour un accompagnement rénové du RSA. En parallèle, le département continuait les actions en faveur du retour à l'emploi. Par la journée départementale de l'emploi, c'est 8 500 candidats, 144 entreprises et partenaires, 4 000 offres d'emploi proposées. Le bus de l'emploi, c'est 42 sorties, 6 552 bénéficiaires du RSA concernés. Bien évidemment, l'accélérateur de l'emploi avec ses 34 séquences annuelles dédiées à des filières professionnelles en tension et 1 980 personnes invitées, et la plateforme Job Provence 13 avec 6 000 offres d'emploi et 4 903 CV en ligne. Le département poursuit ses efforts en faveur du développement durable afin d'amplifier l'action environnementale sur tout le territoire. À l'occasion du Forum des maires organisé le 17 novembre 2023 à destination des maires du Bouches-du-Rhône, le département a présenté le plan d'accélération pour les transitions écologiques, le pacte. Opérationnel, concret, pragmatique, ce pacte matérialise l'engagement de l'ensemble des communes et des intercommunalités aux côtés du département pour accélérer la transition écologique. Il incite tous les acteurs institutionnels à l'action immédiate et propose un plan d'action prioritaire autour de 6 engagements. Dans ce cadre du pacte, le département mettra en œuvre de nouveaux dispositifs d'aide visant à favoriser les économies d'eau des communes et des particuliers, la transition énergétique par le financement du photovoltaïque sur les bâtiments publics ou encore la prévention incendie par la réalisation des obligations légales de débroussaillement. 2023, c'est aussi l'adoption de la stratégie d'accélération bas carbone qui engage la collectivité dans la sobriété de ses émissions. L'élaboration d'un schéma départemental d'hydraulique agricole, financé et copiloté par le département en vue de générer des économies d'eau. C'est également plus de 139 millions d'euros d'aide aux investissements des communes pour soutenir notamment des projets voués à la transition écologique. Mais également 15,9 millions d'euros de financement au bénéfice de 1 400 associations œuvrant en faveur de l'écologie et du cadre de vie, et 13 nouveaux projets d'investissement en bio accompagnés pour un montant de 254 000 euros. L'engagement du département en faveur du développement durable s'est également manifesté à travers l'organisation ou la participation à de grands événements, comme les premières rencontres départementales de la forêt, les 24 et 25 novembre, les assises nationales de la biodiversité en juillet, ou encore le soutien au Salon des agricultures de Provence, avec ses 65 000 visiteurs. Il faut enfin évoquer le Grand Prix de l'innovation, remis à Martine Vassal à l'occasion des Assises nationales des départements de France, pour récompenser la création du groupe d'appui forestier, le GAF, dispositif d'excellence, fruit d'une collaboration entre le département et le service départemental d'incendie et de secours déployé en cas d'incendie important. Évidemment, 2023 a été l'occasion de s'engager encore un peu plus en faveur de la jeunesse et des sports dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. En plus de la préparation des relais de la flamme, le département a accueilli 17 stages de préparation des équipes internationales olympiques et paralympiques, dont l'équipe de France de voile. L'occasion d'organiser des rencontres entre les collégiens et les athlètes afin de promouvoir le sport et développer la culture et l'olympisme sur notre territoire. Pour poursuivre le dynamique du label Sport et Handicap lancé en 2022, le département a été la première collectivité, en dehors de la région parisienne, à proposer des sessions de formation pour les clubs inclusifs. Ce dispositif, géré par le Comité paralympique et sportif français, permet d'accompagner les clubs pour leur permettre d'accueillir des personnes en situation de handicap. Au total, 121 clubs sportifs ont été labellisés Sport et Handicap. En parallèle,
164 clubs dans des disciplines olympiques ont été dotés en nouveaux équipements, cyclisme, breakdance, tennis de table, hockey sur gazon, sport de combat. La collectivité a par ailleurs organisé la première édition du e-sport festival en novembre et a contribué au développement d'animations e-sportives lors de grands événements et compétitions sportives, dans la continuité du blanc voile des collèges et la promotion des JO à Marseille. Des tournois de voile e-sport ont ainsi été mis en place. Vous l'avez compris, le rapport d'activité 2023 témoigne des efforts engagés par le département pour maintenir une politique sociale forte et poursuivre les engagements pris en faveur de la transition écologique, malgré les contraintes financières liées au contexte économique. Alors, je terminerai mon propos en citant Madame la Présidente. Ensemble, continuons de faire grandir la Provence. Merci. Merci, Monsieur Mercier. Donc, y a-t-il une demande d'intervention? Pas d'intervention? Monsieur de Dezer. Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, si vous me le permettez, Madame la Présidente, je voudrais avoir juste un mot pour dire que je trouve assez dommage, pour ne pas dire désolant, que le maire de Marseille ait programmé et maintenu le conseil municipal le même jour que le conseil départemental. Nous sommes quand même nombreux dans cet hémicycle à avoir la double casquette conseiller municipal et conseiller départemental. Commencez par vous-même, Madame la Présidente, et à commencer par le maire de Marseille lui-même. Et bon, il y a un conseil départemental et un conseil municipal tous les 2 mois. Hein. Ce n'est pas comme s'il y en avait un toutes les semaines. Je trouve quand même qu'on aurait pu trouver des dates pour que les deux ne tombent pas le même jour, surtout que c'est prévu comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est quand même assez dommage pour la démocratie. Voilà, je tenais quand même à le faire savoir. Ensuite, je voulais profiter de cette présentation de ce rapport d'activité, Madame la Présidente, et notamment de la compétence collège, qui est une compétence importante du département, pour vous alerter à nouveau sur la situation des collèges du 6e canton de Marseille. Alors vous alertez, le mot n'est peut-être mal choisi puisque vous êtes déjà au courant de la situation ainsi que notre collègue Madame Bonfillon, mais vous sensibilisez à nouveau. Vous le savez, les 4 collèges de notre canton, Malraux, Prévert, Giono et Mallarmé, sont tous quasiment arrivés à leur capacité maximale. Le 13e arrondissement, c'est le secteur le plus peuplé de Marseille. C'est aussi celui qui a connu la plus forte augmentation démographique ces dernières années. Ainsi, ce sont 500 collégiens supplémentaires qui sont arrivés entre 2018 et 2024. Et pour la prochaine rentrée, les services départementaux de l'éducation nationale prévoient 176 élèves de plus. Ainsi, le 13e arrondissement de Marseille va absorber à lui seul 38% de la hausse démographique prévue à la rentrée 2024 sur l'ensemble des collèges des Bouches-du-Rhône. C'est considérable. Il n'y a désormais plus un seul conseil d'administration sans que nous soyons alertés, avec ma collègue Madame Dangiot, sans que nous soyons alertés sur la dégradation du climat scolaire dans ces 4 collèges et sur la difficulté des conditions de travail. Il est donc urgent, Madame la Présidente, d'envisager la construction d'un nouveau collège sur le 13e arrondissement de Marseille. Je vous remercie. Bon. Plusieurs choses. D'abord, le conseil départemental habituellement fixe ses dates très en amont au niveau de ces différentes séances, puisque comme vous le voyez, en général, il y en a 4 ou 5 à l'année. Donc nous les communiquons à la fois à la région et à la fois à la ville de Marseille. Après, chacun prend ses responsabilités. Donc derrière, je suis désolée, mais on est dans l'obligation. Donc là, cette fois-ci, c'était un peu particulier dans la mesure où c'est le compte administratif. Effectivement, c'est le même jour à la ville de Marseille ici. Je le regrette, surtout que bon, quand en général, on peut toujours trouver des terrains d'entente pour cela. La démocratie ne n'en trouve pas plus. Elle s'en trouve un peu diminuée. Mais bon, écoutez, dont acte. Nous, on va continuer à avancer et on continuera à le faire ainsi. Après, quand on refuse des débats démocratiques, vous savez, ils se font dans d'autres endroits. Donc on aura l'occasion d'en faire ailleurs. En tout cas, sachez que nous, nos dates, elles sont fixées bien en amont. Et donc, comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Je pense que c'est aussi une nouveauté, parce que précédemment, je me souviens très bien que les dates n'étaient pas données... et au dernier moment, il fallait tout se réorganiser. On a dans l'Assemblée de nombreux élus qui siègent dans d'autres institutions,
de nombreux maires qui siègent également et qui ont aussi leurs conseils municipaux. Donc l'idée, c'était justement de le faire bien en amont pour que chacun et chacune fixe ses dates en connaissance de cause. Donc c'est QFT. Donc moi, je n'ai pas de commentaires à poser sur cela. On continuera à fixer nos dates et à les communiquer bien en amont à chacun et chacune des institutions dans lesquelles vous siégez les uns et les autres. Sur les collèges, Monsieur Dieudezert, je pense qu'à un moment, il faut avoir une vision un peu globale et pas qu'une vision micro. Le 13e arrondissement, avec tout le respect que j'ai sur les habitants des 13e et 14e arrondissements, il n'y a pas qu'eux qui sont en tension. Nous avons fait en 2017 lancer un plan de 2,7 milliards pour la construction, la reconstruction, la réhabilitation des 137 collèges de ce département qui en avaient bien besoin. Nous sommes aux côtés des collèges privés qui, dans le cadre de la loi Fallou, où nous allons jusqu'au maximum de cette loi Fallou. Nous avons fait en 2015 une première étude montrant les endroits où il fallait, en collaboration avec le rectorat, en collaboration avec le recteur pour justement pouvoir savoir où était nécessaire la construction d'établissements scolaires et de collèges. Donc ça nous a permis de faire celui de l'ensemble de Provence notamment, d'en engager d'autres à Martigues, également à Miramas. Mais effectivement, cela a fait apporter des carences sur la ville de Marseille et nous avons eu récemment une lettre du maire de Marseille nous indiquant qu'il allait se mettre autour d'une table pour donner des terrains. Donc après, vous savez le temps qu'il faut pour réaliser les établissements scolaires. Un collège, c'est entre 7 et 10 ans en fonction de l'endroit où il se situe. Il en faut un peu de partout. Il y a des collèges à refaire, parce qu'il y a des collèges qui sont dans des préfabriqués. Donc nous avons alerté les élus de la ville de Marseille, comme nous le faisons d'ailleurs dans les différentes communes de ce territoire, lorsque nous jugeons qu'un établissement pose des difficultés ou qu'il faudrait en faire un autre, eh bien on le fait régulièrement. Donc ce n'est pas que le 13e arrondissement. Il y a également aujourd'hui un constat qui est fait. Donc il y a une étude qui a été lancée, une nouvelle étude qui a été lancée, parce que bon, celle de 2015, il y a eu des flux de population, il y a eu des choses qui ont changé. On attend les résultats de cette étude incessamment sous peu. Ça ne nous a pas échappé que nous avons eu une carence de recteurs assez importante. Je vois le DAZEN justement la semaine prochaine pour préparer la rentrée des classes. Et donc, effectivement, en compte tenu aussi du calendrier électoral, tout ça devient un peu compliqué, nous fait prendre effectivement dans la réalisation de nos projets aussi du retard que je regrette. Et surtout, on a cette sensibilité, pas uniquement sur le 13-14, mais pour la totalité de ce territoire, avec Madame la déléguée, avec Madame Bonfillon qui s'occupe des collèges, avec Madame Angeletti qui s'occupe du bien-être des enfants à l'intérieur des collèges, à faire en sorte qu'ils fassent la meilleure scolarité possible. Et donc là-dessus, il y a ces arrondissements, plus d'autres, où on a besoin d'établissements. Et effectivement, nous sommes sur cette problématique-là. Et je vois le DAZEN d'ailleurs lundi, et je referai avec lui un point en espérant pouvoir avoir rapidement la nomination et le contact avec un nouveau recteur. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'également, nous sommes en carence d'ARS, de directeur au niveau de la santé. Donc, c'est bien beau, mais aujourd'hui, nous prenons aussi du retard dans ces dispositions-là. Mais enfin, ça avance quand même. Donc, après, heureusement que les services sont là pour continuer à travailler. En tout cas, nous ne lâchons rien sur l'épanouissement de nos enfants. Vous pouvez nous en faire confiance. Sur ce rapport, je vous demande d'en prendre acte. Il n'y a pas de vote. Sur le rapport suivant, c'est Madame Chabot qui le rapporte. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, c'est un rapport d'information comme habituel pour les marchés, les amenants notifiés supérieurs à 25 000 € dont vous avez la liste en annexe. Merci. Merci. Pas d'intervention. Je vous demande donc de prendre acte également de ce rapport. Monsieur Perrin, pouvez-vous rapporter le rapport de Monsieur Gigonetto, s'il vous plaît, sur le bilan des autorisations d'occupation temporaire de 2023? Oui, volontiers, Madame la Présidente, chers collègues, c'est le bilan annuel d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du département.
Tous les actes, toutes les autorisations sont en annexe là aussi. Très bien. Pas d'intervention sur ce rapport. Donc, je vous demande d'en prendre acte également. Monsieur Decala, pouvez-vous rapporter le compte-rendu de l'exercice de la présidente du conseil départemental et de la compétence qui lui a été déléguée en matière d'esté en justice? Oui, effectivement, je vous propose, et je le fais au nom de Véronique Micheli, de prendre acte du compte-rendu qui est annexé au rapport des décisions prises par vous-même, Madame la Présidente, en matière d'action en justice sur la période qui court du 1er janvier 2024 au 31 mars dernier, en vertu des délégations de compétences qui ont été consenties par cette Assemblée départementale dans le cadre de la délibération du 1er juillet 2021. Merci. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Pas d'observation, donc je vous demande également d'en prendre acte. Sur l'ajustement, vous faites les autres également, monsieur Decala, sur les autres rapports 5, 6 et 7. Donc je présente au nom de Véronique Micheli les rapports suivants. Je vous propose d'approuver conformément aux propositions du rapport les ajustements de l'effectif théorique global du département. Le rapport numéro 6 concerne l'actualisation du périmètre des astreintes et des permanences. Je vous propose d'approuver les modifications qui sont proposées à la fois par la direction de la culture et par la direction de la maintenance et de l'exploitation qui s'occupe notamment de nos collèges. Pour le château d'Avignon, il est proposé d'ajouter une astreinte d'exploitation pour les week-ends et les jours fériés qui sera assurée à tour de rôle par les agents d'entretien du domaine. Et pour les collèges, il est proposé d'ajouter une astreinte d'exploitation la semaine sur l'ensemble du département. Elle sera scindée en 2 secteurs en raison d'un agent par secteur, soit 2 astreintes par semaine. Et celles-ci seront assurées par les techniciens bâtiments ou en cas de nécessité par les responsables de pôle technique. Et enfin, si je continue avec le rapport 7, Madame la Présidente, donc ce sont les contreparties dues aux agents territoriaux des collèges logés par nécessité absolue de service dans les collèges publics du département. Il est proposé d'approuver les modalités définies dans le présent rapport applicables donc à compter de la rentrée scolaire prochaine pour l'année 2024-2025. Cette délibération remplace la délibération numéro 95 du 27 juin 2014 et elle modifie la délibération 153 du 5 avril 2019 en tant qu'elle complète la liste des emplois des agents territoriaux des collèges pour lesquels un logement de fonction peut être attribué. Très bien. Avez-vous des observations ou des demandes d'intervention sur les 5, 6 et 7? Non. OK. Donc, on va passer au vote. Sur le 5, pas d'opposition. Abstention. Il est adopté. Abstention, c'est noté. Sur le 6, pas d'opposition. Il est adopté. Le 7, pas d'opposition. Abstention. Il est adopté. Je vais passer la parole à Monsieur Maurenne du 8 au 11. Madame la Présidente, mes chers collègues, en préambule de ce long exercice budgétaire traditionnel à la fin du mois de juin, qui va nous conduire à examiner divers rapports, je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, pour l'hommage que vous avez rendu hier à la métropole et aujourd'hui dans cet hémicycle à l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, que j'aimais tant, et vous dire à tous qu'au-delà de ma peine personnelle, il me semble que dans la période actuelle, la sagesse et le sang-froid de ce type de personnage nous seraient particulièrement utiles. Et je ne saurais vous cacher ma nostalgie de ce monde ancien où l'on gravissait les échelons de la vie politique peu à peu, se laissant au fur et à mesure de l'expérience indispensable à l'exercice des plus hautes responsabilités. Le rapport numéro 8, Madame la Présidente, mes chers collègues, appelle l'analyse de la situation financière des organismes bénéficiaires d'une garantie d'emprunt pour l'exercice 2024. Rien de particulier à dire, plus de 90% de nos garanties d'emprunt sont consacrées au soutien au logement social. Vous voulez faire voter le rapport, Madame la Présidente, en prendre acte? Si vous, je ne sais pas. Voilà, on prend acte, ou alors vous présentez les 4 et je refais voter. D'accord. Comme ça, on voit sur le...
Le rapport numéro 9, c'est le rapport, là aussi, traditionnel, essentiellement technique, relatif au Fonds territorial d'urgence et de solidarité, relatif aux créances à recouvrer et au provisionnement pour risque. Là aussi, on travaille de manière précise sur nos provisions. Rien de particulier à signaler. Le rapport numéro 10, c'est le détail de l'état des restes à recouvrer au 31 décembre 2023 et des admissions en non-valeur du payeur départemental. Pareil, nous avons cela traditionnellement chaque année. Et le rapport numéro 11, c'est de compte de gestion pour l'exercice 2023, qui est un document de synthèse de tous les comptes, mais celui-ci est établi par le comptable public et transmis au président du conseil départemental, à la présidente du conseil départemental. C'est une sorte de pendant établi par le comptable de notre compte administratif dont nous allons parler dans quelques minutes. Merci, monsieur le rapporteur du budget. Donc, sur ces rapports 8 à 11, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, ok. Donc, je vous demande de prendre acte pour le 8. Pour le 9, y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, il est adopté. Le 10, abstention, c'est noté. Le 10, y a-t-il des oppositions? C'est noté, donc il est adopté. Le 11, y a-t-il des oppositions? C'est noté, donc il est adopté. Alors, je vais sortir pour le compte administratif. Donc, il a été de tradition hier, Madame la Première vice-présidente, d'élire un président de séance quand la présidente sort. Donc, je vous suggère d'élire Madame Muillon en présidence de séance. Non, c'est pas la peine ici. Ah, ici, il n'y a pas d'élection. Bon, ne cherchons pas à comprendre. Donc, Madame la Première vice-présidente, Monsieur le rapporteur, je vous souhaite un bon compte administratif. Je reviens tout à l'heure. Il faudra m'expliquer pourquoi ici, pas là-bas, mais bon, un jour je comprendrai. Peut-être. D'accord, ok. Allez, à tout à l'heure. Bien, je donne donc la parole à Yves Morenne qui présente les rapports 12 à 16. Merci, Madame la Première vice-présidente. Donc, le rapport numéro 12, qui est le rapport essentiel de cette séance budgétaire, et celui relatif au compte administratif 2023. C'est donc le dernier acte budget. Il faut éteindre peut-être le micro de la présidente pour que... Voilà. Donc il y en a au moins une qui écoute, c'est normal, c'est ma binôme, c'est Madame Bernasconi. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est le dernier acte de l'exercice budgétaire 2023 qui retrace l'exécution réel et effectif du budget 2023. Essayez de ne pas être trop long, simplement de vous donner les grandes perspectives que vous connaissez déjà et ainsi finir de plomber définitivement l'atmosphère de cette fin de semaine difficile. La situation de tous les départements de France est délicate. Plus précisément, la situation de 84 des départements de France s'est dégradée en 2023 par rapport à 2022. Et c'est le cas de tous les départements de plus de 800 000 habitants. Un chiffre au niveau national qui va tout résumer, je crois. L'épargne brute totale de tous les départements de France est passée de l'exercice 2022 à l'exercice 2023 de 12,5 milliards à 8 milliards, j'arrondis. Voilà. Donc, une baisse de l'épargne brute de l'ensemble du bloc, ce qu'on appelle le bloc départemental, de plus d'un tiers. C'est considérable et ça illustre le choc violent que subissent les départements pris dans un effet de ciseaux qui se transforme en effet de véritable tenaille désormais, avec d'un côté une baisse des droits de mutation à titre onéreux, qui est notre principale recette dynamique, et de l'autre, une double hausse de dépenses, d'une part une hausse des dépenses de solidarité, et d'autre part une hausse des dépenses liées à la charge de la dette. Le tout avec un État qui continue à se conduire comme l'État, c'est-à-dire à transférer
l'impopularité des charges et de la fiscalité sur les collectivités territoriales, dont il exige un équilibre budgétaire, dont il se dispense à peu près dès le mois de mai. Bien. Voilà un petit peu le cadre général dans lequel on se situe. Alors, qu'est-ce que ça donne précisément pour le département des Bouches-du-Rhône? Eh bien, là aussi, pour essayer de ne pas accumuler les chiffres, je vais vous en donner un. La baisse de l'encaissement des droits de mutation à titre onéreux en 2023 par rapport à 2022, c'est 135 millions d'euros de moins. Voilà. C'est-à-dire qu'on a encaissé en 2023 par rapport à 2022, rien que sur les DMTO, 135 millions d'euros de moins. À l'échelle, on investit depuis des années en moyenne 500 millions d'euros par an. Donc imaginez, dans chaque entreprise ou dans chaque ménage, c'est comme si vous étiez amputé de votre revenu personnel de environ 30%. Et qu'en plus, vous ayez à faire face à des dépenses supplémentaires. Quelles sont, en face de ce choc des recettes, les dépenses supplémentaires? Eh bien, là aussi, 2023 par rapport à 2022, c'est presque 100 millions d'euros de plus. Donc, je continue. 135 plus 100 égale 235, toujours à l'échelle de l'investissement, 500. Donc, vous avez un budget qui est déséquilibré quasi de la moitié. À quoi tiennent ces dépenses supplémentaires? Plus de la moitié, 53 millions d'euros pour les différentes dépenses de solidarité, 24 millions d'euros pour l'ensemble du personnel, les augmentations du point d'indice et autres, et 17 millions d'euros pour la charge de la dette, à la fois l'augmentation de son stock et, bien entendu, l'augmentation des taux d'intérêt. Voilà ce qu'a été l'exercice pour tenir le budget 2023 pour l'équipe de la direction des finances, autorité du directeur général des services que je remercie. Donc un exercice compliqué. Néanmoins, on a réussi à s'en sortir en s'adaptant, en essayant de faire preuve de pragmatisme et en priant pour que ça ne dure pas 10 ans, pour vous dire la vérité aussi. Dans ce contexte-là, on a réussi à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, parce que, évidemment, lorsque vos dépenses contraintes explosent, il faut que les dépenses sur lesquelles vous avez la main, on les tienne. Et je remercie l'ensemble des délégués, en particulier sur les politiques facultatives, d'avoir accepté cette contrainte, mais elle était nécessaire. Et puis sur l'investissement, eh bien, on l'a adapté. Comme j'aime pas la langue de bois, on l'a baissé, mais c'était normal de le baisser. On était en moyenne sur 500 millions d'euros par an depuis plusieurs années, avec un pic, mais conjoncturel, lié à l'achat d'un bâtiment, à 600 millions d'euros l'année dernière, mais plutôt sur une moyenne de 500. On est cette année à 470, et j'assume de dire qu'il faut rester dans une enveloppe budgétaire d'investissement plus contrainte que précédemment, tant qu'on doit faire face à cette crise des droits de mutation et à cette augmentation des taux d'intérêt. Parce que l'investissement, c'est l'emprunt. Nous, à la différence de l'État, on n'emprunte pas pour payer nos fonctionnaires. Okay, l'investissement, c'est l'emprunt. Et tant que l'emprunt est cher et qu'on est obligé d'emprunter beaucoup parce que nos recettes de fiscalité indirecte diminuent, eh bien, il faut emprunter moins. Et donc investir un peu moins. Et ce n'est pas grave, parce que depuis 10 ans, on a beaucoup investi sur l'ensemble du territoire, et avec un souci d'équité politique et territoriale. C'est dans ce contexte que nous avons été, comme chaque année, notés par les agences de notation. Notre note a été maintenue à AA-. Nous sommes passés, comme un certain nombre de départements, de la perspective stable à la perspective négative, compte tenu de cette incertitude
en particulier sur la période à laquelle les droits de mutation à titre onéreux se retourneront, mais avec des commentaires sur, en particulier, notre dette qui sont plutôt louangeurs, puisque notre dette est classée positive à 100%. On a une épargne qui couvre le service de la dette. Je cite les commentaires de l'agence de notation. Un profit d'amortissement autonome et un accès à la liquidité satisfaisant et diversifié. Donc, période difficile, tout est sous contrôle, mais il faut s'adapter. On doit faire partie de ces responsables politiques qui ne considèrent pas toujours que l'intendant se suivra. Il faut adapter l'intendance à la réalité de la situation économique, et c'est ce que nous faisons sous l'autorité de la présidente, dans le souci de faire en sorte que chaque euro soit fléché pour une utilité, avec le double objectif de continuer à investir au service du territoire et de protéger au maximum les habitants des Bouches-du-Rhône dans une période qui est singulièrement difficile. Voilà pour le compte administratif. Je ne sais pas ce qu'on en fait. On le vote, on en prend acte, ça change tout le temps. On le vote. Alors c'est vous, Madame la Présidente, qui faites voter. Des votes contre? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Y a-t-il des prises de parole? Non? Merci beaucoup. Bien, je poursuis, Madame la Présidente, si vous le permettez. Le rapport 13, c'est le compte administratif du budget annexe du Centre médico-psychopédagogique départemental. Pas d'observation particulière de ma part. Il faut le faire voter, Madame la Présidente. Oui. Votons. Les votes contre? Abstention? Les mêmes? Très bien. Merci beaucoup. Le rapport 14, c'est le budget annexe de la DIMEF, la Direction des maisons de l'enfance et de la famille. Pas d'observation particulière. Nous votons encore. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Les mêmes. Merci beaucoup. Le rapport 15, c'est le compte administratif pour l'exercice 2023, cette fois-ci du budget annexe des ports départementaux. Votons. Contre? Abstention? Merci. Et enfin, le rapport 16, le budget annexe, le compte administratif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse. Votons. Vote contre? Abstention? Merci. Merci, Madame la Présidente. On attaque maintenant les budgets supplémentaires. Donc, le budget supplémentaire... il faut attendre la Présidente, oui, tout à fait. Elle a le droit de revenir maintenant. Vous êtes sage hein, quand je ne suis pas là? C'est bien, je vous félicite. Bon, nous continuons donc les rapports budgétaires. Donc, je redonne la parole à Monsieur Maurenne du 17 au 20. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, je vous disais, on attaque les budgets supplémentaires, budget principal et budget annexe. Pas grand-chose à dire. Pour le rapport 17, qui est le budget principal, simplement deux mots et deux chiffres.
pour vous dire qu'il illustre en fait ce que je vous disais à propos de l'exécution du budget 2023. Où est-ce que nous rajoutons de l'argent? Nous en rajoutons dans les dépenses de solidarité, un peu plus de 10 millions d'euros pour la DIMEF, pour les placements en établissement, pour les actions au titre du pacte des solidarités et pour la création de 30 places supplémentaires dans les maisons d'enfance et autres lieux de vie. Et exactement comme pour l'exécution du budget 2023, nous rajoutons 10 millions d'euros environ à l'administration générale, dont la moitié pour la charge des intérêts de la dette due à l'augmentation des taux d'intérêt. Voilà. Donc, on retrouve pour ce début d'année 2024 les problématiques que nous avons rencontrées dans le cadre de l'exécution du budget 2023. En investissement, c'est que du classique, l'adaptation à l'avancement des opérations. Je vous signale un ajustement, notamment à hauteur de 10 millions d'euros, pour les travaux d'investissement dans les collèges. Voilà ce qu'il en est de ce budget supplémentaire. Naturellement, la préparation du budget 2025 que nous voterons en fin d'année va s'inscrire dans ce contexte en espérant que la crise à la fois immobilière et des taux d'intérêt se tasse ou s'arrête et que les DMTO retrouvent un niveau plus dynamique. Voilà, Madame la Présidente, pour le rapport 17. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, nous allons passer... Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention du 17 au 20 ? Pas de demande d'intervention. Alors, du coup, j'ai présenté que le 17, Madame la Présidente. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, pour être complet, le 18, c'est le budget supplémentaire de la DIMEF. Le 19, c'est le budget supplémentaire des ports départementaux. Et le 20, c'est le budget supplémentaire du laboratoire départemental d'analyse. Très bien. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ces 4 rapports? Pas de demande d'intervention. Très bien, donc on va passer au vote. Sur le 17, qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 18, contre? Qui s'abstient? Adopté. Le 19, contre? Qui s'abstient? Adopté. Le 20, contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Bon, mes chers collègues, donc nous allons passer en commission permanente, si vous en êtes d'accord. Je ne vais pas vous forcer, mais vous êtes d'accord? Bon, ça va alors. Je sens un avis favorable de tout le monde. Voilà. Comme ça, Monsieur Dedezer, il peut aller au conseil municipal de Marseille après. Il est fini déjà? C'est vrai? Il était plus rapide que nous alors. Comment? C'est vrai, tu as raison. Allez, on se rejoint en commission permanente.